6 août 1945. 3 B-29 décollent de l'île de Tinian, au milieu du Pacifique. Un des bombardiers transporte dans sa soute une bombe atomique d'une puissance de 15 000 tonnes de TNT. Environ 6 heures après leur envol, la bombe est larguée sur la ville d'Hiroshima. En quelques secondes, 80 000 personnes sont anéanties. Trois jours plus tard, le feu nucléaire s'abat sur la ville de Nagasaki. Des dizaines de milliers de Japonais périssent. À l'origine, la bombe ne visait pas le Japon, mais l'Allemagne. Le Troisième Reich aurait-il pu se doter de l'arme atomique? Comment les États-Unis ont-ils remporté cette course à l'atome? Cette arme terrifiante a-t-elle permis de gagner une guerre ou à jamais entacher l'histoire de l'humanité? Octobre 1939. La guerre en Europe a débuté depuis un mois. Le Reich écrase la Pologne. Hitler est satisfait. En moins de 5 semaines, Varsovie est tombée entre ses mains. Réaction en chaîne. Face à la menace, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich. Au même moment, le président américain Franklin Roosevelt est à la Maison-Blanche, quand un économiste, Alexander Sachs, lui transmet une lettre inhabituelle. Elle est signée par le physicien déjà mondialement connu, Albert Einstein. Il alerte le président américain. Ces 4 derniers mois, il est devenu possible, grâce aux travaux de Joliot en France ainsi que ceux de Fermi et Szilard en Amérique, de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes. Et il est concevable que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. L'auteur de cette lettre est en réalité le collègue d'Einstein, le physicien Léo Szilard. Mais Einstein a accepté de la signer pour être sûr d'attirer l'attention du président des États-Unis. Sa peur, que l'Allemagne nazie se dote d'une bombe atomique. Cette perspective le hante, et pour cause. 6 ans plus tôt, en 1933, craignant pour sa vie, le savant d'origine juive avait quitté l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. 2 mois tout juste après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les persécutions antisémites le menaçaient. Les nazis brûlaient les livres. Il pourrait bien finir par brûler les hommes. Bien des scientifiques d'origine juive le suivent dans son exil. Einstein sait ce dont les nazis sont capables, tant dans la haine antisémite que dans le domaine scientifique.
car l'Allemagne est le centre mondial de la physique de pointe. Dès décembre 1938, l'Allemand Otto Hahn, aux côtés de Lise Meitner, a réussi à fragmenter de l'uranium en 2 noyaux légers. La première fission d'un atome a été réalisée dans l'Allemagne nazie. Pire, le Troisième Reich a lancé un programme de recherche atomique en avril 1939. Il est sur la route de l'arme nucléaire. Il faut agir dans les plus brefs délais. Pourtant, Roosevelt ne prête à la lettre d'Einstein et à la situation en Europe qu'une attention distante. Le président sait que son opinion publique est fermement isolationniste. Et il s'y conforme. This nation will remain a neutral nation. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. Mais Roosevelt connaît ses classiques. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Suite à la lettre d'Einstein, il crée à Washington un comité de l'uranium. Mais le programme de recherche est modestement doté. $6 000. Une misère. Fort heureusement, Einstein n'est pas le seul à s'alarmer. En Grande-Bretagne comme en France, on se prépare au choc avec l'Allemagne. Alors que la défense passive protège les bâtiments et creuse des tranchées, les scientifiques britanniques comprennent que les gisements d'uranium constituent un enjeu majeur. Ils approchent Edgar Sangier, un Belge, qui exploite une mine d'uranium au Congo. Ils le sensibilisent sur la nature hautement stratégique de son entreprise. Soyez prudents et n'oubliez jamais que le matériau en votre possession pourrait signifier une catastrophe pour votre pays s'il tombait entre des mains ennemies. L'homme d'affaires belge mesure ses responsabilités. Dès octobre 1939, il expédie 1000 tonnes d'uranium vers le Nouveau Monde pour les mettre à l'abri des griffes nazies. Ce transfert s'effectue dans l'indifférence générale. Le département d'État se contente de stocker le minerai à New York, dans des entrepôts de Staten Island, sans précaution particulière. Les atomes d'uranium y dorment paisiblement. Moins d'un an plus tard, en juin 1940, le choc si redouté se produit. Les armées d'Hitler déferlent sur l'Europe occidentale. Après le Danemark et la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France déposent des armes. Terrible surprise. Roosevelt est anéanti. Il pensait que l'armée française, la première du monde, serait capable de résister à la Wehrmacht. Lourde erreur. L'Allemagne est dangereuse et elle a quelques longueurs d'avance, car ses victoires lui procurent de nouvelles ressources pour se doter de la bombe. L'invasion de la Tchécoslovaquie lui a offert la mine de Joachimsthal, riche en uranium. La conquête de la Norvège en 1940 lui livre la firme Norsk Hydro, la seule usine qui fabrique de l'eau lourde. Un élément nécessaire pour contrôler la fission nucléaire. Sans parler des talents que le Reich aligne
à commencer par Werner Heisenberg, prix Nobel de physique en 1932. Autre génie, Carl Friedrich von Weizsäcker, de l'Institut Kaiser Wilhelm, un physicien de première classe. Ou encore Manfred von Ardenne, qui travaille sur le plutonium et bénéficie des lumières de Fritz Utermans, un physicien réputé. Tous de brillants sujets. Parce qu'ils disposaient de matières premières et de matières grises, les Allemands ont tous les moyens pour développer une arme atomique. Grâce à elle, Hitler pourrait imposer sa loi en Europe, sinon dans le monde. D'autant que le Führer, insatiable, poursuit ses conquêtes. Le 22 juin 1941, il lance ses panzers à l'assaut de l'Union soviétique. La Wehrmacht progresse vite et capture des centaines de milliers de prisonniers, au point que Staline se demande s'il doit évacuer Moscou. Une Europe occidentale sous la botte, une Amérique neutraliste et une Russie qui frôle la défaite. Hitler peut se réjouir. 1941 est un grand millésime pour le Reich. Le chimiste américain Harold Urey tire la sonnette d'alarme. Si les Allemands se dotent de la bombe atomique, la guerre sera terminée dans quelques semaines. À Washington, le président Roosevelt sort enfin de sa torpeur. Il comprend que la science pourra, le jour venu, offrir la puissance absolue à son pays. Il crée un comité pour coordonner la recherche scientifique à des fins militaires. Au programme, radars, détonateurs, mais aussi des recherches sur l'atome. Roosevelt veut savoir si l'on peut passer de la théorie fondamentale à la pratique. Peut-on vraiment fabriquer une bombe atomique? La transporter? Et à quelle échéance? Prudent, le président n'entre toujours pas en guerre. Mais c'est la guerre qui va venir à lui. Le 7 décembre 1941, dans le Pacifique, les Japonais attaquent. Ils frappent la base américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel des Hawaï. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Cette attaque surprise provoque plus de 2400 morts et sidère les États-Unis. Menés par leur empereur Hirohito, les Japonais veulent se tailler un empire en Asie. Depuis le début des années 30, le pays suit le même chemin que l'Allemagne hitlérienne. Nationalisme, désir d'hégémonie et barbarie. En 1937, les Japonais ont envahi la Chine et laissé dans leur sillage près de 300 000 morts. Le président Roosevelt ne voulait pas entrer en guerre. Il n'a plus le choix. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. I regret to tell you that very many American lives have been lost. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion,
the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Les États-Unis se mettent en ordre de bataille. La Maison-Blanche mobilise des hommes pour lever une puissante armée. Let's remember Pearl Harbor as we go to meet the foe. Let's remember Pearl Harbor and go on to victory. Mais pour l'heure, l'horloge de l'histoire ne semble pas tourner en faveur de l'oncle Sam. En Asie, les Japonais enchaînent les victoires. Singapour, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie tombent entre leurs mains. Aux Philippines, après une intense résistance, plus de 75 000 soldats américains et philippins lèvent les bras. L'avancée japonaise est si rapide que le général américain Douglas MacArthur doit quitter le pays en abandonnant des milliers de soldats à leur triste sort. Ordre de Roosevelt, qui refuse que son général le plus décoré ne soit capturé. Avant de gagner l'Australie, MacArthur claironne « Je reviendrai ». En attendant, le Japon fête ses conquêtes. Aux États-Unis, le pays et ses usines sont en pleine transformation. Le temps des voitures et des machines à coudre est révolu. Place aux canons, aux chars et aux avions. Mais bien loin de ces programmes d'armement, une autre partie se déroule en coulisses. Un programme ultra secret. Il ne s'agit ni de cuirassés, ni de bombardiers, mais d'atomes. Car le comité scientifique du président a rendu son verdict. Une arme atomique est réalisable, et elle est surtout vitale. Il ne faut pas prendre le risque que les Allemands la développent en premier. Il en va de l'avenir du monde. Roosevelt est désormais résolu à faire passer la recherche atomique à un stade industriel. La course à l'atome commence. Nom de code du projet, Manhattan Engineer District. Un nom anodin, donné en raison du lieu de son principal bureau, situé à New York. Pour la postérité, ce sera le projet Manhattan. Pour réussir ce pari, il faut recruter des organisateurs d'exception. Le choix se porte sur le général Leslie Groves. Un colosse d'1,90 m, arrogant, arbitraire et souvent détesté. Le général Kenneth Nichols qui travaille sous ses ordres confie « Le général Groves est le plus grand fils de pute pour lequel j'ai jamais travaillé. Il est agressif et sarcastique. » Mais l'homme est compétent. Il a achevé dans des délais records la construction du plus grand immeuble de bureaux du monde, le Pentagone, le quartier général des forces armées. Son ego
est à la hauteur de l'enjeu. Si je ne peux pas faire le job, personne ne le peut, aime-t-il répéter. Reste à trouver le directeur scientifique du projet. Groves écume les meilleures universités des États-Unis. Son choix se porte sur un brillant physicien de 39 ans, passé par l'université de Berkeley. Son nom, Robert Oppenheimer. Mais deux tares entachent son CV. Il n'est pas prix Nobel, et il est proche des milieux communistes, par sa femme, son frère et sa maîtresse. Mais Groves est fin psychologue. Il flaire chez Oppenheimer une ambition dévorante. Il n'est pas prix Nobel. Parfait. Il devra prouver son talent à ses confrères. Groves et Oppenheimer sont complémentaires, mais aux antipodes. Groves est le militaire typique, rigide, conservateur. Oppenheimer, lui, a tout de l'intellectuel juif tourmenté, humaniste et à ses heures communiste. Ce couple improbable va devenir la cheville ouvrière du projet Manhattan. Autour d'Oppenheimer de s'entourer des plus grands scientifiques de l'atome, en disant le moins possible. Secret défense oblige. Les ralliements ne tardent pas. Ernst Lawrence, prix Nobel 1939 pour l'invention du cyclotron. Surnommé le briseur d'atomes, il anime à Berkeley des groupes de recherche sur les moyens d'enrichir l'uranium. Harold Urey, prix Nobel de physique en 1934, professeur à Columbia, se penche lui aussi sur la question. Enrico Fermi, physicien italien, qui a fui l'Italie fasciste et enseigne à Columbia. Hans Bethe, émigré allemand, arrivé aux États-Unis la même année qu'Einstein, professeur à Bristol et Cornell et spécialiste des réactions nucléaires. Edward Teller, un physicien d'origine hongroise, qui enseigne à l'université de George Washington. Mais aussi Edwin Macmillan, Luis Alvarez, Robert Serber, Félix Bloch, Emil Konopinski. Bien des scientifiques se laissent tenter. Ils pourront poursuivre leurs travaux avec des moyens illimités. Une proposition qui ne se refuse pas. D'autant que beaucoup d'entre eux sont juifs. Le projet Manhattan leur offre la possibilité de lutter contre l'Allemagne hitlérienne. La course à la bombe était un pari scientifique. Elle devient une croisade. Pendant que les savants cogitent, l'effort de guerre allié commence enfin à payer. Un premier tournant se produit sur les flots, dans le Pacifique, à Midway, en juin 1942. Les Japonais ont engagé 200 navires de guerre, dont plusieurs porte-avions. Mais les Américains ont réussi à percer leur code. Une bataille aéronavale sans précédent s'engage. Les Américains perdent 300 hommes, les Japonais, près de 3000, et 4 porte-avions.
Sur le front russe, la résistance acharnée de l'armée rouge, la boue, le froid ont eu raison de l'offensive allemande. En février 1943, la 6e armée du général Paulus capitule dans les neiges de Stalingrad. « 90 000 soldats allemands se rendent. La campagne de Russie tourne au cauchemar. Mais paradoxalement, ces défaites rendent le Reich d'autant plus dangereux. Car pour rétablir la balance, l'Allemagne pourrait accélérer son programme nucléaire. Le Führer et son ministre de la propagande Goebbels le martèlent. Des armes nouvelles offriront la victoire. Albert Speer, le nouveau ministre de l'Armement, se démène. Il réorganise la production industrielle. Il rencontre le physicien atomique Heisenberg et discute du projet nucléaire. Dans les centres de recherche du Reich, de nouveaux engins sont en voie d'être inventés. Avions à réaction, explosifs radioguidés, voire même diffusés. Ces programmes secrets alarment les Alliés et les poussent à redoubler d'efforts. Loin des steppes polaires de la Russie et des fournaises de l'Asie, les équipes du général Leslie Groves et de Robert Oppenheimer ont commencé à travailler. Pour gagner en efficacité, Oppenheimer a eu l'idée de regrouper tous ses savants au même endroit, dans un désert planté au milieu du Nouveau-Mexique, Los Alamos. Le site a été choisi parce qu'il est vaste et isolé, ce qui séduit Groves, qui redoute les fuites et les espions. Quelques centaines de scientifiques et d'ingénieurs s'y installent, sous le regard soupçonneux de gardes armés. C'est dans ce décor en préfabriqué que les savants imaginent le mécanisme de la bombe qui leur assurera la victoire. Mais l'archipel de l'atome est bien plus vaste. Un gigantesque complexe militaro-industriel se forme à travers les États-Unis. Car la fabrication du combustible nécessite d'énormes ressources. Pour enrichir l'uranium, le site d'Oak Ridge, dans le Tennessee, sort de terre sur 23 000 hectares. Il doit extraire de l'uranium naturel, le seul minerai capable de déclencher une fission nucléaire. L'uranium-235. Pour produire du plutonium, les sites de Hanford, dans l'État de Washington, et d'Argonne, dans l'Illinois, sont construits. Des milliers de savants, d'ouvriers, de techniciens et de militaires sont mobilisés. Les universités de Berkeley, Columbia et Chicago y sont associées. Le Canada et la Grande-Bretagne se joignent à l'effort. Le site canadien de Chalk River rejoint le réseau. Les Britanniques fusionnent bientôt leur programme atomique surnommé Tube Alloys avec le projet Manhattan. Universitaires, ingénieurs, industriels, tous collaborent au plus grand pari scientifique et industriel de la Seconde Guerre mondiale.
Les stocks d'uranium rapatriés du Congo dormaient depuis 3 ans sur les quais de Staten Island. Ils filent maintenant vers les laboratoires. L'enrichissement de l'uranium commence, mais à un rythme d'escargot. Cette opération nécessite une somme colossale d'énergie. À peine quelques grammes sont produits chaque semaine et sont expédiés à Los Alamos. Or, il faut en produire au moins 50 kilos. Un travail de titan. Dans le même temps, à l'université de Chicago, un énorme pas a été franchi. Une équipe, menée par le physicien italien Enrico Fermi, déclenche la première réaction en chaîne nucléaire et parvient à la stopper. Un neutron est projeté sur un noyau d'uranium. Il le brise en deux et libère de l'énergie et d'autres neutrons. Chaque neutron émis casse à son tour d'autres noyaux d'uranium. Et la réaction s'auto-entretient d'elle-même, en produisant de l'énergie. La première pile atomique du monde produit un demi-watt, tout juste de quoi allumer une ampoule. On est encore loin du feu nucléaire, mais c'est un début. Malgré ces progrès, les Américains ne baissent pas la garde. La presse annonce régulièrement une bombe atomique nazie. La paranoïa règne en maître. Le général Groves épluche la littérature scientifique. Les services spéciaux lancent des missions tous azimuts pour freiner la recherche allemande. Groves envoie des avions renifleurs munis de filtres au-dessus de l'Europe. Objectif : repérer des réacteurs nucléaires par la présence d'un gaz radioactif dans l'atmosphère, le xénon 133. Mais les appareils reviennent bredouilles. Plus rationnel, Oppenheimer suggère de recenser les laboratoires liés à des composants nucléaires. L'usine d'eau lourde de la Norsk Hydro en Norvège est repérée. Les services spéciaux anglais, de mèche avec des agents norvégiens, organisent une mission commando pour la saboter. Tout au long de la guerre, l'usine sera bombardée par les Alliés. Groves envisage même de faire assassiner le plus grand savant atomiste allemand, Heisenberg. Le joueur de baseball, Moe Berg, est recruté par les services spéciaux. Bilingue, il est envoyé à Zurich, où Heisenberg doit participer à un colloque. Finalement, Heisenberg est épargné, car un assassinat risquerait de dévoiler à l'ennemi que les Américains poursuivent leur programme atomique. Une conclusion s'impose à tous. Pour gagner la guerre, un seul moyen. Fabriquer la bombe avant les Allemands. You gotta listen, everybody. The time has really come when you can help your country by just playing dumb. If you've got information, just button up your lip, 'cause we can help our nation. Let me give you the tip, because I shut my mouth. I ain't talking, I shut my mouth. I ain't squawking, I shut my mouth. Yes, I am. I shut my mouth for Uncle Sam. À l'heure de la guerre, le secret devient une religion d'État. Sur tous les sites du projet Manhattan, le silence s'impose.
Le général Groves multiplie les consignes de sécurité drastiques. Le courrier est exposé à la censure. On craint des taupes nazies ou même soviétiques. Les suspects sont parfois passés au détecteur de mensonges. No good, just you humor it, shut your mouth. Don't start groping, keep your eyes and ears wide open, but shut your mouth. Like I am, I shut my mouth for Uncle Sam. Même le directeur scientifique, Robert Oppenheimer, est surveillé. Personne n'oublie son passé communiste. Le FBI et la sécurité militaire le filent jour et nuit. Le 14 juin, Oppenheimer a pris un train de Berkeley à San Francisco. Il a retrouvé une jeune femme qu'il a embrassée. Les relations entre Oppenheimer et Jean Tatlock apparaissent très affectueuses et intimes. Description: 1m70, 58 kg, longs cheveux bruns, mince, 28 ans. Séduisante. Los Alamos se transforme peu à peu. Désormais, des centaines d'ingénieurs et scientifiques vivent dans le désert du Nouveau-Mexique. La plus grande concentration de cerveaux jamais réunis. Laboratoires et hangars ont surgi du néant. Mais les conditions de vie sont rudes. Les reclus se plaignent du manque d'eau et de ravitaillement. Résultat, les douches sont limitées à 1 ou 2 minutes. Le physicien Hans Bethe raconte: j'ai été choqué par la mauvaise qualité des bâtiments. Nous avions constamment peur qu'un incendie se déclare et que tout finisse en cendres. Los Alamos ne tarde pas à être surnommé Lost Almost, presque perdu. Malgré ces désagréments, les scientifiques ne comptent pas leurs heures. Entre deux expériences, ils s'évadent parfois pour rompre le quotidien. Los Alamos est un univers insolite. La moyenne d'âge est de 25 ans. Bérénice Brod, l'épouse d'un physicien, confie: nous n'avions pas d'invalides, de beaux-parents, de chômeurs, pas de riches oisifs, ni de pauvres. Une autre raconte: Los Alamos était un monde en soi, une île dans le ciel. Mais ces moments volés ne leur font pas oublier l'essentiel. Ils peuvent changer le cours de l'histoire. Bien loin de ce désert épargné par la guerre, en Normandie, le 6 juin 1944, les Anglo-Américains débarquent. La lente libération de l'Europe commence. Le général Groves a toujours son idée fixe: le programme nucléaire nazi. Dans les pas des armées libératrices, il monte une mission pour débusquer ces centres de recherche. Le nom donné à cette entreprise le scandalise. Les services secrets américains ont cru bon de la baptiser Alsos, bosquet en grec, mais Groves en anglais. Un détachement de militaires perquisitionne les laboratoires, s'empare des données et approche les scientifiques des pays libérés pour les questionner.
ils arrêtent les physiciens allemands Walter Botté et Werner Rosenberg, le responsable de la planification de la recherche du Reich. Les GIs mènent quelques interrogatoires. Who was left in charge of the experiments to develop an atomic bomb then? It was Professor Otto Hahn, director of the Kaiser Wilhelm Institute at Dahlem, the man who first learned how to control and to initiate the energies of the atom. But the problem had been to find out a way to initiate and to control these forces. Si la bombe atomique allemande reste encore une hypothèse, les armes secrètes du Reich sont une réalité. 6 jours après le débarquement, le 12 juin 1944, les Alliés découvrent sidérés les missiles V1, puis les fusées V2 qui pleuvent sur la Grande-Bretagne. Ce sont les premiers missiles de l'histoire. Grâce à eux, les Allemands sont persuadés de l'emporter. Un jeune écrit « Nous ne parlons que des fusées. Peut-être peut-on en tirer sur l'Amérique. Je suis certain que la victoire est à nous. » Près de 9000 civils britanniques meurent durant ce nouveau blitz. Ce carnage annonce peut-être des lendemains plus terrifiants encore. Une certitude, l'Allemagne a des lanceurs. Une question, va-t-elle disposer de la bombe atomique? Nul ne le sait. Pacifique, malgré les victoires alliées de 1943, l'Empire du Soleil Levant résiste. La route qui mène à Tokyo est encore longue. Les Américains doivent s'en approcher, île par île. En octobre 1944, le général MacArthur honore sa promesse. 3 ans après avoir fui en Australie, il débarque à Leyte, aux Philippines. Après de rudes combats, les GIs découvrent les cadavres de dizaines de milliers de civils que les Japonais ont froidement massacrés ou même décapités. Les Américains libèrent des camps où croupissent les milliers de soldats abandonnés 2 ans plus tôt. Beaucoup sont morts, maltraités, battus, affamés. Remis sur pied, quelques GIs témoignent. Well, about the only thing I have to say, the last 2 years have been nothing but hell. You people do not realize how happy us boys were when we were liberated. I didn't realize myself until we had arriven and saw the flag that was flying, and then I had to break down and cry. À l'horreur des atrocités japonaises et nazies,
les Alliés vont répondre par la terreur des bombardements. Pour anéantir la résistance japonaise, les Américains utilisent une nouvelle arme, le bombardier P-29. Cette super forteresse a une autonomie de 9000 km et emporte dans ses soutes 10 tonnes de bombes. En mars 1945, 1500 tonnes d'engins incendiaires pleuvent sur Tokyo. Nombre de morts, 100 000. Nombre de sans-abri, 1 million. En Europe, pour venir à bout des nazis, les centres urbains sont également pilonnés. La ville de Dresde disparaît sous les feux de l'enfer. Mais malgré l'apocalypse, les dictateurs ne renoncent pas. Tapis dans leur bunker, Hirohito comme Hitler n'hésitent pas à sacrifier leur peuple dans des combats inutiles. L'endoctrinement fanatise leur population depuis déjà 2 décennies. Et la machine à soldats tourne à plein régime. En Allemagne, les hommes qui ne servaient pas encore sous les drapeaux sont obligés de s'engager dans une milice, le Volkssturm. On leur remet un fusil ou un lance-roquettes. Dans les villes japonaises, le temps des banzai triomphants est révolu. Les hommes âgés de 15 à 60 ans, ainsi que les femmes de 17 à 40 ans, sont mobilisées. Elles sont munies de lances en bambou acérées pour contrer la possible invasion du Japon. Pendant ce temps, aux États-Unis, le projet Manhattan prospère. Le mince ruisseau de 6 000 $ s'est transformé en un immense fleuve. 2 milliards de dollars financent les équipes de Groves et d'Oppenheimer, qui mobilisent désormais plus de 130 000 personnes. Dans les usines, la plupart des techniciens ne savent même pas sur quel projet ils travaillent. La jeune Gladys Owens se fait engager à Oak Ridge. Son supérieur lui explique: « Nous pouvons t'apprendre à faire ce qui est nécessaire, mais nous ne pouvons pas te dire ce que tu fais. Nous pouvons seulement te dire que si nos ennemis nous devancent, que Dieu ait pitié de nous. » Dans un laboratoire, des médecins se livrent aussi à des expériences médicales. Ils exposent des souris à des isotopes radioactifs pour constater les effets des radiations. Mais les hommes de science utilisent également des cobayes humains. Ils injectent chez des patients venus simplement se faire soigner des doses de plutonium pour mesurer leur pénétration dans le corps et les os. Les cobayes ne savent rien. Le programme Manhattan ne s'encombre pas des plus élémentaires règles d'éthique médicale. La base de Los Alamos s'est métamorphosée. Les familles des scientifiques se sont installées. On célèbre même des mariages et pratiquement 10 naissances par mois. Groves en vient à se plaindre, mais Oppenheimer réplique qu'il n'est pas responsable du planning familial. Écoles, commerces et restaurants égayent désormais le quotidien.
Mais dans les laboratoires, la production de matière fissile piétine. Après des mois d'efforts, les savants ne disposent que d'une quantité dérisoire d'uranium-235. En parallèle, les équipes explorent la voie du plutonium, qui permet d'obtenir plus facilement une réaction en chaîne. Mais problème, ils ne savent absolument pas fabriquer une bombe avec cet atome. Pour une bombe à l'uranium, un mécanisme de type canon ne présente pas de difficulté majeure. Un projectile d'uranium est violemment propulsé vers une autre masse d'uranium, provoquant une réaction en chaîne explosive. Le plutonium est trop instable pour adopter ce procédé. Les savants travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Ils retiennent le principe de la bombe par implosion. Des explosifs entourent un noyau de plutonium. Une fois amorcé, ils compriment la matière fissile, provoquent une implosion et déclenchent la réaction en chaîne. Mais il faut construire une structure cylindrique spécifique pour une implosion d'une symétrie parfaite. Un défi de taille qui exigera un test. Le 12 avril 1945, le monde libre est en deuil. Le président Roosevelt disparaît. Les Américains sont perplexes. Le vice-président, Harry Truman, sera-t-il à la hauteur de son prédécesseur ? Both Germany and Japan can be certain, beyond any shadow of a doubt, that America will continue the fight for freedom until no vestige of resistance remains. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Le nouveau président ignore tout du projet Manhattan. Son ministre de la guerre, Henry Stimson, l'informe. Quand il l'apprend, Truman est sidéré. Il crée un comité d'experts pour juger de l'opportunité d'utiliser la bombe. Sans attendre ses conclusions, les préparatifs d'un éventuel bombardement atomique se poursuivent. Dans le désert de sel de l'Utah, une formation aérienne a été constituée. Les soutes de ces B-29 ont été modifiées. À leur grand étonnement, les équipages s'entraînent à ne larguer qu'une bombe d'environ 4 tonnes. Ils ont tant l'habitude de larguer les bombes en perles qu'ils s'interrogent. À quoi rime cet exercice ? Mais en soldats disciplinés, ils s'exécutent. Throughout the nation, throngs of people thankfully celebrate the end of the war in Europe. It is 5 years, 8 months since Hitler marched into Poland. Years full of suffering and death and sacrifice. But now it's over. L'Allemagne est enfin défaite. Les scientifiques de la mission Alsos
poursuivent leur traque d'armes nucléaires. Ils capturent une dizaine de savants nazis, dont Werner Heisenberg, Otto Hahn, qui avait découvert la fission, ou encore von Weizsäcker, qu'ils internent secrètement à Farm Hall, en Grande-Bretagne. Les Britanniques ont truffé la bâtisse de micros pour intercepter d'éventuels secrets sur le programme atomique ennemi. En vain. Dans les décombres du Reich, les Alliés découvrent des chaînes de montage de missiles V2 sur lesquels trimer les déportés. Ils découvrent des équipements atomiques et 11 tonnes d'uranium. Mais les Allemands étaient bien loin de maîtriser l'arme nucléaire. Et pour cause. En privilégiant les missiles, Hitler a misé sur la mauvaise technologie. Ces savants n'ont jamais eu les moyens suffisants pour développer la bombe. Les dirigeants nazis ne croyaient pas à ce produit de la physique juive. L'antisémitisme meurtrier du Reich l'a condamné à l'échec. Les scientifiques de Los Alamos auraient voulu que leurs recherches servent à anéantir l'Allemagne. Trop tard. Mais la guerre n'est pas terminée. L'atome peut encore servir. À 11 000 kilomètres de là, dans le Pacifique, les combats sont plus meurtriers que jamais. En juin 1945, cela fait 11 semaines que les Américains s'acharnent pour prendre l'île japonaise d'Okinawa. Pour tuer, chacun y va de son innovation. Les Allemands ont inventé les missiles. Les Américains le bombardier lourd B-29. Les Japonais, eux, innovent avec les kamikazes. Les Japonais se battent jusqu'au dernier. Un Japonais se souvient. Dès ma plus tendre enfance, je tenais pour acquis que pour préserver l'honneur familial, il fallait mourir au combat. Les troupes américaines délogent les combattants, grotte par grotte, tunnel par tunnel, à la grenade, au bulldozer ou au lance-flammes. Okinawa devient la bataille la plus meurtrière du Pacifique. Plus de 200 000 Japonais gisent sur le champ de bataille. « 14 000 Américains ont été tués. Les Japonais l'ignorent, mais leur résistance fanatique est en train de sceller leur sort. En juillet 1945, le projet Manhattan a franchi un cap décisif. En un peu plus de 2 ans, les savants ont amassé suffisamment d'uranium pour réaliser une bombe. Quant au plutonium, ils ont résolu le problème de l'implosion symétrique. Le test tant attendu est enfin possible. Le 13 juillet 1945, un noyau de plutonium gros comme un melon arrive à Los Alamos. Cette petite boîte vaut 400 millions de dollars. Tous les scientifiques se mobilisent
pour assister à ce test baptisé Trinity. Avant de se rendre sur les lieux, le physicien Edwin Macmillan confie à son épouse. Nous ne savons pas vraiment où nous allons. Il y a 3 possibilités. Si c'est plus puissant que prévu, nous serons réduits en miettes. Tu en seras alors immédiatement averti. Si c'est un flop total, tu seras informé également. Si c'est un succès, alors les actualités donneront une explication banale pour justifier le vacarme de l'explosion et la lumière aveuglante. C'est à environ 80 km de Los Alamos, à Alamogordo, que les ingénieurs ont installé le site où doit exploser la première bombe atomique. Des dizaines de capteurs et plus de 50 caméras sont disposées aux alentours, car personne ne sait à quoi s'attendre. Le test est prévu le 16 juillet. La météo s'annonce mauvaise. Mais Groves et Oppenheimer sont d'accord pour ne pas annuler cet essai. Il faut être sûr que la bombe fonctionne. Ordre du secrétaire à la guerre Stimson. Car au même moment, le président Truman est en route pour l'Europe. With victory accomplished, the President is on his way to the Big Three meeting at Potsdam with Secretary of State Burns and other aides to work for peace and world prosperity. However, the President takes time out to enjoy some of that good Navy chow with the seamen. The man on whose shoulders rest the crushing responsibilities of the coming conference and the winning of a war against Japan takes time to eat and chat with American sailors. He is the president of a democracy. Alors que Truman poursuit sa croisière vers Potsdam, Oppenheimer et ses ingénieurs procèdent aux ultimes réglages. Militaires ou scientifiques, les équipes sont fébriles. Le général Farrell, l'adjoint de Groves, raconte: nous rentrions dans l'inconnu et nous ignorions ce qui en sortirait. La plupart des présents, chrétiens, juifs, athées, priaient et priaient avec une ardeur qu'ils n'avaient pas manifestée jusqu'alors. Certains craignent que la réaction en chaîne ne détruise toute la planète. Pour améliorer la visibilité de l'explosion, la bombe est hissée au sommet d'un pylône, haut de 30 mètres. Tous les hommes ont été évacués à 16 km à la ronde. Chaque scientifique gère le stress à sa manière. Le général Groves est agacé par Enrico Fermi, qui fait des paris sur l'embrasement de l'atmosphère. Edward Teller, lui, s'est enduit de crème solaire. Quant à Oppenheimer, il supervise tout et n'a pas dormi de la nuit. Five, four, three,
premier champignon atomique de l'histoire, libère une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Un spectacle terrifiant. L'explosion monte si haut que le caméraman principal est obligé de rectifier le cadre. Le physicien Otto Frisch témoigne. Cet objet à l'horizon qui ressemblait à un petit soleil était trop brillant pour qu'on puisse le regarder. Au bout d'une dizaine de secondes, il avait grossi et était devenu moins brillant pour ressembler à une énorme boule de feu de pétrole. Quiconque voit une explosion atomique ne l'oubliera jamais. Le docteur Morrison raconte. Soudain, non seulement il y a une lumière vive, mais de là où nous étions, à 16 km de distance, nous ressentions la chaleur du soleil sur le visage. Tout a été détruit dans un rayon de 2 km. La tour s'est volatilisée. Les scientifiques sont tétanisés. À la fierté s'ajoute désormais la peur. « 3 ans de sacrifice, 2 milliards de dollars, 130 000 hommes et femmes mobilisés. Un projet démesuré. Mais une victoire personnelle pour Groves et Oppenheimer. 2 hommes que tout séparait. Grâce à eux, les États-Unis ont remporté la course à l'atome. Mais à quel prix? Les apprentis sorciers lèguent à l'humanité la capacité de s'autodétruire. Groves, enthousiaste, avertit le ministre de la guerre Stimson. L'expérience a réussi, au-delà de nos espoirs les plus optimistes. Oppenheimer s'en souvient différemment. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Kenneth Bainbridge, un physicien américain, le formule autrement. Il confie à Robert Oppenheimer. Maintenant, nous sommes tous des fils de pute. L'explosion a été vue à plus de 250 km à la ronde. Comme Macmillan l'avait prédit, les responsables militaires publient un communiqué de presse anodin. Ils décrivent l'explosion comme un accident, impliquant des munitions et des engins pyrotechniques. Pour l'heure, le président américain est arrivé à la conférence de Potsdam, dans la banlieue de Berlin, flanqué de Staline et de Churchill. Face à l'ours soviétique, dont les divisions ont libéré l'Europe de l'Est, et au vieux lion britannique, qui a tenu tête aux nazis depuis 1940, Truman semble jouer les seconds rôles. Avec son nœud papillon, il ressemble à un assureur de province que méprise le maître du Kremlin. Staline confie. Truman n'est qu'un boutiquier du Missouri. Comment le comparer à Roosevelt? Il n'est ni intelligent, ni instruit. Les trois grands se partagent l'Allemagne et divisent le monde en zones d'influence.
Malgré son sourire forcé, le président est tourmenté. Une pensée l'obsède. Comment en finir avec le Japon? Ses conseillers lui ont présenté 3 options. D'abord l'invasion. Le général MacArthur a élaboré un plan gigantesque, majestique. Il permettra de prendre Kyushu, au sud du pays, en déployant plus de 760 000 hommes. Suivra en mars 1946 le plan Coronet. Plus d'1 million d'hommes débarqueront sur Honshu pour marcher sur Tokyo. Un scénario séduisant, mais sanglant. 500 000 soldats alliés périront, et certainement 10 fois plus de Japonais. Deuxième option, solliciter l'aide de Moscou. Mais Truman devra alors partager sa victoire avec le pays des Soviets. Troisième option, adoucir l'exigence de capitulation inconditionnelle et négocier avec le Japon. Mais en pleine conférence, le président Truman reçoit un télégramme énigmatique. Bébé, heureusement né. L'essai réussi du Nouveau-Mexique change la donne. Il dispose désormais d'une nouvelle option décisive pour en finir avec le Japon. Bon prince, Truman se confie au Tsar rouge. Il lui glisse que les États-Unis disposent d'une arme d'une incroyable puissance destructrice. Staline reste de marbre. Il se contente de rétorquer qu'il espère que les États-Unis en feront un bon usage contre les Japonais. En fait, le maître du Kremlin sait tout du programme Manhattan, grâce à ses espions. Malgré les filatures, les écoutes du FBI et les détecteurs de mensonges, plusieurs taupes infiltrées sur le site même de Los Alamos renseignent Moscou. Klaus Fuchs, un physicien britannique d'origine allemande, ou David Greenglass, un technicien américain, informent les services soviétiques. Truman sait que les Japonais sont prêts à capituler grâce aux interceptions de ses services secrets. Leur condition, garder leur empereur. Une exigence qu'écartent les Alliés. Le 26 juillet 1945, la déclaration de Potsdam ne laisse à Tokyo qu'une alternative. La capitulation sans condition ou la destruction totale. We are now prepared to destroy, more rapidly and completely, every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Sans surprise, Tokyo juge cet ultimatum inacceptable. Truman est comblé. L'attitude de Tokyo lui permet de légitimer l'emploi de l'arme atomique, qui lui offre un triplé gagnant. Elle évite à l'Amérique de sacrifier ses soldats. Elle lui permet d'obtenir rapidement la victoire et lui épargne de quémander l'aide de Moscou. Même si l'URSS attaque, son concours sera désormais accessoire. Le boutiquier du Missouri n'est finalement pas si naïf. À Washington,
les experts du président étudient comment utiliser la bombe. Pour limiter le nombre de victimes, ils envisagent plusieurs scénarios. Faire une démonstration de la bombe dans un lieu désert, devant une délégation japonaise. Mais cette option gâcherait le précieux uranium. Autre option, avertir Tokyo de la cible choisie. Mais l'Empire pourrait utiliser les prisonniers de guerre alliés comme boucliers humains et renforcer ses défenses aériennes pour abattre les bombardiers américains. Au final, les experts tranchent. Ils recommandent d'utiliser la bombe lors d'une seule frappe, surprise et destructrice. Ce scénario alarme nombre de scientifiques. Léo Szilard avait rédigé la lettre qu'Einstein avait envoyée au président Roosevelt. Cette fois, il implore Truman de ne pas utiliser cette arme effroyable. 70 savants l'appuient en signant une pétition, car la bombe semble inutilement cruelle face à un Japon à l'agonie. Mais Oppenheimer s'oppose à ce texte. Il est convaincu que la bombe mettra fin à toutes les guerres. Léo Szilard n'est pas entendu. Groves veille à ne pas transmettre la pétition au bureau ovale. Les scientifiques sont chargés de construire la bombe. Aux militaires de décider de son utilisation. Les premiers éléments de la bombe sont expédiés près de San Francisco, puis chargés sur l'Indianapolis. Le croiseur part pour le Pacifique. Une autre partie des composants, dont le précieux minerai, est répartie entre 3 avions C-54 pour limiter les risques. Les ordres sont clairs. En cas d'avarie, il faut sauver l'uranium, pas les hommes. Priorité absolue. Les différents fragments accostent sur l'île de Tinian, dans l'archipel des Mariannes. Le 4 août, sur l'île, l'équipage du B-29 qui transportera la bombe est convoqué pour une projection spéciale. On leur montre l'essai Trinity. Les hommes comprennent enfin le sens de leur mission. Les cibles ont été choisies. La ville d'Hiroshima est l'objectif principal. Elle dispose de plusieurs centres industriels et les bombardements l'ont épargnée. Il sera donc possible de mesurer la puissance de destruction de la bombe. Si la météo les en empêche, les pilotes pourront viser des cibles secondaires, les villes de Kokura ou Niigata. Kyoto a finalement été retiré de la liste, car Stimson, le secrétaire à la guerre, y avait passé sa lune de miel. Le lendemain, 5 août, la bombe surnommée Little Boy est assemblée et chargée dans la soute. L'engin pèse 4535 kilos. C'est une bombe à l'uranium. Nuit du
6 août. Ultime briefing. L'appareil qui transporte la bombe a été baptisé par le commandant de bord Paul Tibbets, du nom de sa mère, Enola Gay, pour placer le vol sous une bonne étoile. À 2h45, il décolle de Tinian, cap sur le Japon. 2 autres B-29 le suivent. L'un est chargé de prendre des photos. Le second est truffé d'instruments de mesure. Distance de l'objectif, 2600 km. Durée de vol, 6 heures. Après 5 heures de vol, la côte japonaise se rapproche. Ce matin-là, à Hiroshima, une journée ordinaire commence. Les 3 avions ont été repérés par les radars nippons. Mais vu leur faible nombre, les Japonais estiment qu'il s'agit d'un vol d'observation. Ils n'y prêtent donc pas attention. À 8h15 et 17 secondes, l'Enola Gay ouvre sa soute. La bombe explose à près de 600 mètres d'altitude. En dessous, la température s'élève un bref moment à 4000 degrés. Dans un rayon d'1 kilomètre, les corps humains fondent. Des milliers de Japonais sont instantanément incinérés. Après s'être éloignés pour atténuer l'onde de choc, les pilotes font demi-tour. L'un d'eux sort une caméra pour filmer un moment. Robert Lewis, le copilote, s'écrie « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» À Hiroshima, une seule et unique bombe a semé l'apocalypse. 70 000 à 80 000 habitants ont immédiatement perdu la vie. Après la chaleur intense qui a calciné les corps, l'onde de choc a déferlé. Les habitants, réfugiés dans des bâtiments, ont été ensevelis ou blessés par les projections de millions de débris. Le pourcentage de destruction atteint 90%.
Un survivant raconte: Hiroshima avait été transformé en enfer. Quand j'ai essayé de relever un homme étendu à terre, sa peau brûlée s'est arrachée pour coller à mes mains. Un général japonais décrit: partout gisaient des morts. Une puanteur atroce emplissait l'air. Certains avaient les sourcils littéralement calcinés, et la peau pendait de leur visage et de leurs mains. Il en était qui vomissaient en marchant. Dans ce cimetière à ciel ouvert, la plupart des corps ne seront jamais identifiés. Pourtant, les autorités ne prennent pas immédiatement la mesure du drame. Retournez rapidement sur vos lieux de travail respectifs. La guerre ne peut s'arrêter ne serait-ce qu'un seul jour, ordonne le préfet d'Hiroshima. Face à la souffrance de leur peuple, les autorités japonaises refusent toujours de capituler. À leur retour, les hommes sont décorés et posent pour la postérité. This is Colonel Paul Tibbets of Miami, Florida, commander of the Atomic Bomb Group. Colonel Tibbets, will you tell us some of your reactions over the target? Well, as the bomb left the airplane, we took over manual control, made an extremely steep turn to try and put as much distance between ourselves and the explosion as possible. After we felt the explosion hit the airplane, that is the concussion waves, we knew that the bomb had exploded, everything was a success, so we turned around to take a look at it. The sight that greeted our eyes was quite beyond what we had expected, because we saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top. Beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima. I have just returned from the White House. À Los Alamos, les haut-parleurs annoncent la nouvelle. La foule clame son enthousiasme. At the White House, Eben Ayers, presidential press secretary, released a statement by the president. Robert Oppenheimer confie: Dieu merci, ça n'a pas fait pchit. Mon seul regret est que nous n'ayons pas développé la bombe à temps pour s'en servir contre les Allemands. Quelques heures plus tard, de retour de Potsdam, le président Truman enregistre un message pour le monde, depuis sa cabine. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Le raid d'Hiroshima n'a guère réjoui Staline, qui craint une victoire exclusivement américaine. Pour ne pas être pris de court, il déclare la guerre au Japon, le 8 août, et déclenche aussitôt son offensive. Ses troupes pénètrent en Mandchourie.
Une décision qui pousse Truman à accélérer le tempo. Il faut obtenir la capitulation du Japon au plus vite. Truman écrit « Je n'avais pas envie de laisser la Russie cueillir les fruits d'efforts longs, âpres et courageux, auxquels elle n'avait pris aucune part. » Dès le lendemain de l'attaque soviétique, le 9 août, une autre bombe sort des hangars de Tinian. C'est une bombe au plutonium. La première s'appelait Little Boy. Certains y ont vu un hommage à Truman. La seconde est baptisée Fat Man, en hommage à Churchill, disent les mauvaises langues. Le 9 août 1945, 3 bombardiers décollent à nouveau de Tinian. La cible est la ville de Kokura. Mais la couverture nuageuse est trop importante. Le pilote, Charles Sweeney, décide de se reporter sur Nagasaki. L'explosion provoque en quelques secondes 40 000 morts. C'est fini. Devant l'ampleur des dévastations et l'offensive soviétique, l'empereur s'incline. Hirohito accepte la déclaration de Potsdam, car se rendre au diable américain est 1000 fois préférable que subir la peste rouge. Les Américains autorisent les Japonais à garder leur empereur, mais il sera subordonné au commandement allié. Le 15 août 1945, à midi, les Japonais entendent pour la première fois de leur vie la voix de leur maître à la radio. L'empereur a du talent. Ni le mot défaite, ni l'offensive soviétique ne sont mentionnés. Il sous-entend que seuls les bombardements atomiques ont motivé la capitulation. Son discours provoque un choc dans la population. Un Japonais raconte. Tout le monde était en pleurs. Le sentiment de tristesse, la colère pour ce que nous avions dû endurer, le sentiment de vide, tout nous affectait. Une Japonaise rapporte. J'avais 7 ans. Je ne comprenais pas très bien le propos de l'empereur, mais je me sentais tellement soulagé de savoir qu'il n'y aurait plus de B-29. Pour bien des Japonais, la honte de la reddition est insupportable. Une vague de suicides déferle dans l'empire du soleil levant. Les troupes américaines d'occupation débarquent au Japon. Sur leur route, les soldats japonais tournent le dos.
par respect envers le vainqueur, qu'ils n'ont pas le droit de regarder dans les yeux. Il aura suffi du discours de l'empereur pour que les Japonais acceptent une occupation sans incident. La reddition officielle intervient le 2 septembre 1945. Pour célébrer la victoire, le général MacArthur organise une spectaculaire mise en scène dans la baie de Tokyo. Ponctuelle mais crispée, la délégation japonaise, menée par Shigemitsu, le ministre des Affaires étrangères, et Umezu, le chef d'état-major, arrive sur le cuirassé Missouri. Les représentants de toutes les armées alliées assistent à cette cérémonie. MacArthur la préside. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. Les délégués japonais signent les actes de capitulation. Bon prince, les Américains ont épargné à Hirohito cette humiliation. Puis les représentants alliés signent à leur tour les documents. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. Employé par 2 fois, le feu nucléaire bouleverse la marche du monde. Sur le coup, son usage provoque peu de débats. Si la nouvelle fait la une, elle ne choque pas. De rares esprits lumineux démentent cette indifférence. À commencer par Albert Camus, qui écrit « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. » Progressivement, plusieurs articles de presse révèlent l'ampleur du choc. Des journalistes occidentaux contournent la censure et dévoilent au monde le spectacle des villes atomisées. Des dizaines de milliers de brûlés affluent dans les hôpitaux. Les mois suivants, de nouvelles victimes sont frappées d'une maladie inconnue, qu'un journaliste anglais surnomme la peste atomique. En fait, ce sont les radiations qui continuent de tuer. Le monde découvre que la mort frappe encore en silence, bien après les bombardements. Un risque du projet Manhattan que Leslie Groves a d'abord ignoré, puis délibérément dissimulé. Plusieurs rapports l'avaient pourtant alerté sur la dangerosité des radiations. Ce fléau invisible tuera des dizaines de milliers de Japonais. Il provoquera également un nombre indéterminé de décès, de maladies, de cancers dans plusieurs régions des États-Unis. Au total, les bombes du projet Manhattan auront tué près de 220 000 personnes.
Aujourd'hui, Hiroshima a été reconstruit. Seul le dôme et un mémorial rappellent la tragédie. Le monde commémore régulièrement cette date si importante dans l'histoire de l'humanité. Hiroshima est devenu un symbole, mais un symbole trompeur. Elle a permis aux Américains comme aux Japonais de travestir l'épilogue de la guerre du Pacifique. Car le drame de cette cité innocente jette un voile pudique sur les millions de morts causés par l'empire du soleil levant et lui permet de se présenter comme victime et non comme bourreau. Hiroshima semble signer la suprématie américaine. Or, 4 ans plus tard, en 1949, en partie grâce à ses espions, l'Union soviétique se dote de la bombe atomique. Le monde va vivre alors dans l'équilibre de la terreur. Un équilibre bien fragile. Oppenheimer espérait que la bombe empêcherait toutes les guerres. Il s'est trompé. Des États sans cesse plus nombreux souhaitent accéder à cette arme absolue. Aujourd'hui, des dirigeants menacent de l'utiliser. Après avoir été une arme de dissuasion pendant près de 80 ans, l'arme atomique apparaît plus menaçante que jamais. Robert Oppenheimer l'avait écrit. Si les armes atomiques doivent s'ajouter aux arsenaux des nations qui se préparent à la guerre, alors un jour viendra où l'humanité maudira les noms de Los Alamos et d'Hiroshima. Leslie Groves sera promu général de division avant de prendre sa retraite en 1948. Robert Oppenheimer sera récompensé pour services rendus à la nation. Dans les années 50, en pleine guerre froide, il sera écarté du programme nucléaire pour ses sympathies communistes. Il sera réhabilité par le président Kennedy en 1963. Gladys Owens, l'employée d'Oak Ridge, n'apprendra qu'à la fin de la guerre sur quel projet industriel elle travaillait. Elle confiera « Parfois je suis fier de ce à quoi j'ai participé, et parfois j'en pleure. » Ce n'est qu'en 1993 qu'une journaliste, Eileen Wellsom, révélera l'utilisation à leur insu de cobayes humains pour tester les effets du plutonium. Ce programme durera jusque dans les années 70. Une commission du Congrès s'est saisie du problème. 2 ans après la fin de la guerre, Einstein déclara dans une interview à l'hebdomadaire Newsweek : « Si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à fabriquer une bombe atomique, je n'aurais pas levé le petit doigt. »